Bonjour, Sir Daniel. Bonjour. Vous avez été recteur de l'Open University en Angleterre. Vous avez été sous-directeur général de l'éducation à l'UNESCO. Et vous avez également été président du Commonwealth of Learning. Donc l'éducation vous connaissez, et l'Open Education vous connaissez aussi particulièrement. Vous venez d'intervenir aux journées de l'e-learning à Lyon sur la qualité produite par tous, l'Open Education. Mais d'abord, c'est quoi l'Open Education? Bon, l'Open Education, et d'ailleurs, comme vous avez dit, j'ai consacré ma vie un peu à ça, d'abord dans les universités, parce que mon premier contact avec l'Open University était en 72 comme interne, sans rémunération. Ça m'a amené à changer ma carrière complètement. J'ai travaillé pour 2 universités ouvertes au Canada, au Québec et en Alberta. Et puis, 20 ans plus tard, je me retrouvais recteur de l'Open University. Alors donc, ma vie, c'était d'ouvrir l'université d'abord. Et ensuite, quand je suis allé à l'UNESCO, c'était au moment après le Forum mondial de Dakar. Et ma tâche était de coordonner un peu le mouvement pour l'éducation pour tous. Mais là, focalisé bien sûr sur le primaire plutôt que sur l'université. Mais donc, ma vie a été la Open Education. C'est quoi? Bon, c'est d'abord de permettre à un plus grand nombre de gens d'avoir une éducation valable, mais ça a toutes sortes de composantes, parce que maintenant surtout, on commence on peut parler d'une démocratisation qui est non seulement d'élargir l'accès, mais de donner aux gens davantage le choix d'étudier ou non, plutôt que d'être sélectionnés par les maisons, et aussi de bâtir leur propre contenu. C'est peut-être, la plupart des gens n'ont peut-être pas le goût de ça, parce qu'il y a plein de cours quand même qui s'offrent, mais certains voudraient faire un mélange un peu différent, et les ressources maintenant sont disponibles pour leur permettre de faire ça. Il y a des maisons qui sont prêtes à mettre des qualifications pour des programmes bâtis par les étudiants. Alors, Open Education, est-ce que c'est synonyme d'éducation gratuite? Non, pas nécessairement. En anglais, on dit souvent que le terme libre ou free, ça veut dire free comme dans discours libre, plutôt que bière gratuite, free speech rather than free beer. Donc, mais quand même, il est clair que de pouvoir étudier à peu de frais, c'est important pour beaucoup de gens. Et la raison pour laquelle il y a des centaines de milliers de gens qui s'inscrivent au MOOCs dans la première vague, c'est parce que c'était gratuit. Même s'ils avaient mis $10 par tête de pipe, il y aurait eu beaucoup moins de gens. Donc, ceci est positif. Mais je trouve que il y a un danger, en fait, que l'éducation commence à coûter trop cher parce qu'il accumule trop de choses, disons, en parallèle. C'est très net aux États-Unis, et je crois que là, ça ne peut pas durer longtemps comme ça, mais c'est quelque chose quand même, c'est un aspect de l'ouverture, mais toujours est-il qu'il faut que les maisons d'enseignants gagnent leur vie, donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités par un enseignement plus efficace, et l'enseignement en ligne peut contribuer à ça, de quand même faire un prix raisonnable, une bonne valeur pour ce qui est offert. L'UNESCO prône depuis quelques années la diffusion de ressources éducatives libres. Avez-vous participé à cette démarche, et quelle a été votre action dans ce sens? Ah oui, donc j'ai beaucoup participé à ça parce que c'est au début de mon mandat à l'UNESCO que, voyant l'initiative du Massachusetts Institute of Technology de mettre les notes de ses professeurs sur le web, qu'on s'est dit c'était intéressant ça pour les pays en voie de développement. Donc en 2002, on a tenu un forum à Paris sur les implications du Open Courseware, des notes de cours ouverts aux pays en voie de développement. Ça a développé tranquillement, et donc en 2012, nous avons tenu pour le 10e anniversaire de ce premier forum. Et à Paris encore? À Paris encore, un grand congrès mondial sur les ressources éducatives libres. Et pour cela, j'ai travaillé avec le collègue qui a parlé avec moi ici à Lyon, Stamenko Uvelis Trumbic, et nous avons fait
des forums de politique dans toutes les 6 régions de l'UNESCO, donc Caraïbes, Amérique du Sud, Afrique, etc. Et on a fait un sondage aussi de tous les gouvernements pour savoir s'ils avaient des politiques concernant cela. Alors tout ça a fait quand même une sensibilisation intéressante, et le fait qu'on a préparé la déclaration de Paris par un processus itératif dans toutes les régions, ça a fait que quand on l'a présenté à Paris, la recommandation a été adoptée par acclamation, ce qui évidemment nous a plu beaucoup. Et parmi ces propositions qui ont été acclamées, justement, Oui. n'y en a-t-il pas qui sont, selon vous, extrêmement importantes? Oui, la plus importante, c'est la dernière qui encourage les gouvernements à mettre disponible avec ce qu'on appelle une licence ouverte tout matériel éducatif qui est produit à partir de fonds publics. Ça semble quand même assez évident qu'on le prononce comme ça. Et je pense que je suis très encouragé que depuis cela, pas mal de gouvernements commencent à marcher là-dedans parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils dépensent énormément d'argent sur les manuels scolaires et qu'il y a une façon plus efficace de faire ça sans nécessairement exclure les maisons d'édition, mais quand même le processus a besoin d'être amélioré. L'autre peut-être c'est l'emphase sur la formation des gens pour faire ça, le contrôle de qualité et tout cela, pour vraiment que les ressources éducatives libres soient prises au sérieux. L'Open University en Angleterre, quelle est sa situation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est une université qui a beaucoup d'étudiants inscrits? Est-ce que c'est une université qui produit de la qualité? Quelle est sa situation aujourd'hui en Angleterre? Non, je pense que cette situation est très forte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'Open University, souvent ces maisons comme ça n'arrivent pas à suivre l'innovation. Ils innovent à un moment donné et puis ils restent. C'est un peu peut-être le cas du CNED. En tout cas, il y a eu des critiques en France dans ce sens-là. Mais je pense que l'Open a su quand même suivre l'évolution de l'Internet. Déjà, quand j'étais recteur aux années 90, il y avait 150 000 gens en ligne. C'est quand même beaucoup. Et maintenant, il mène la réponse britannique au MOOCs. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais rien, mais quand même, il est plein là-dedans. Et puis, il a su quand même naviguer des bouleversements dans l'enseignement supérieur britannique avec le haussement des frais de scolarité et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est en bonne santé. Enfin, la preuve, c'est que l'année dernière, dans un sondage de tous les étudiants à travers l'Angleterre sur leur satisfaction avec leurs universités, l'Open est arrivé en tête de liste, ce qui est quand même pas mal quand vous avez 250 000 d'élèves. En fait, je ne sais pas ce que font les autres universités, mais c'est quand même remarquable. Alors, vous avez soulevé le problème des MOOCs qui se pose aux universités en Europe. En France, beaucoup d'universités s'interrogent. Quelle est votre analyse sur la place des MOOCs, l'objet des MOOCs et l'avenir des MOOCs? Bon, je pense que le grand avantage des MOOCs, c'est que ça a sensibilisé les gens à l'enseignement en ligne, surtout parce que les universités, n'est-ce pas, se comparent, sont jaloux les uns aux autres. Et puis si Harvard et compagnie se lancent dans la ligne, il faut que ça soit bon, il faut qu'on suive. Alors, ça donner au public l'idée que c'est quand même intéressant cette affaire-là. Mais c'est pas gagné d'avance, à mon sens. Il faut encore que ça permette aux gens d'avoir d'abord des cours qui sont intéressants, mais aussi qui mènent à quelque chose. Parce que la plupart des gens veulent quand même que leurs études soient reconnues d'une façon ou d'une autre. Mais je trouve qu'en général, c'est positif, mais c'est trop tôt pour dire exactement où ça va aller. Mais je pense qu'il est intéressant que la France s'y lance, mais avec disons, la tradition cartésienne française d'être peut-être, de penser un peu plus, de planifier davantage pour savoir où on veut aller avec ça. Il n'empêche qu'on peut quand même s'interroger. Ce sont les universités les plus brillantes des États-Unis, celles qui exigent des droits de scolarité très élevés de leurs étudiants, qui sont donc extrêmement sélectives à l'entrée, qui proposent des MOOCs dont on sait qu'aujourd'hui ils sont gratuits. Le resteront-ils?
Oui, non, mais c'est tout à fait la question. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai parlé pendant 1 heure à la directrice du OpenCourseWare à MIT, et elle me dit, l'OpenCourseWare, c'est bien, en fait, c'est un truc stable, ils mettent leurs cours, leurs notes en ligne, mais elle dit, je continue toujours à demander à mes collègues à MIT pourquoi on fait les MOOCs, et jusqu'à là, j'ai pas eu de réponse satisfaisante. Alors donc, non mais il y a ce qu'on appelle un herd instinct, c'est des brebis, c'est des moutons qui se suivent. Je pense que MIT avait une vision claire, qui a depuis 12 ans, de faire cela, de maîtriser l'en ligne pour le bénéfice de ses étudiants réguliers. Mais beaucoup d'autres, c'est MIT qui le fait, Harvard le fait, donc il faut qu'on le fasse. Vous êtes à Lyon, donc, à cette université de Lyon 3, donc, qui organise ces journées de l'e-learning. Comment trouvez-vous ces journées et surtout cette initiative portée par des jeunes professeurs de cette université, journée de e-learning où nombre de spécialistes viennent se rencontrer? D'abord, je suis très content d'être à Lyon, mais ma grande surprise, qui a commencé hier soir en arrivant à une petite réception pour les conférenciers, c'était de voir comment tout ça est mélangé au droit. Le Congrès est plein de juristes, et puis je commence à comprendre que le cadre législatif des droits d'auteur en France rend tout cela un peu plus difficile que dans les pays qui ont le droit commun, où les droits d'auteur, disons, peuvent s'échanger, s'acheter, tout ça. Je trouve que ce n'est pas vraiment un obstacle majeur, mais il faut quand même... C'est plutôt un obstacle dans les habitudes, dans les mœurs. Les gens pensent, bon, mais ça c'est à moi, donc l'université me possède pour mes cours magistraux, mais ne me possède pas pour ce que je produis par les médias. Mais enfin, il est bon que les gens s'y penchent quand même. Merci beaucoup, Sir John. Merci.